Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans ce webinaire. J'espère que vous m'entendez bien. On est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup de votre participation pour parler société à mission pendant 1 heure ce matin. Donc, je vais juste me présenter rapidement et présenter Allenvie. Donc, moi, je suis Guillaume Desnaux, un des cofondateurs d'Allenvie. Donc, pour certains d'entre vous, vous connaissez Allenvie. On est une entreprise, donc aujourd'hui une société à mission, entreprise sociale qui existe depuis presque 5 ans, qui a pour raison d'être d'humaniser l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'aide ou de soins en valorisant les professionnels et en réconciliant les enjeux humains et économiques du secteur. Et on fait ça au travers principalement de 2 activités aujourd'hui. Une activité d'aide à domicile avec une organisation en équipe autonome assez particulière, inspirée du modèle Buurtzorg aux Pays-Bas, et une activité sous la marque compagnie de formation. On forme des centaines de professionnels du prendre soin sur la dimension humaine du métier, à la fois des auxiliaires de vie, mais aussi également des encadrants. Je vais laisser tout de suite nos 2 intervenantes, Julie et Léa, se présenter. Juste un petit point sur le webinaire. Il va se dérouler en plusieurs temps. On va avoir un exposé de Julie et Léa d'abord, puis je vais leur poser quelques questions, et puis après, vous aurez du temps pour leur poser toutes les questions que vous souhaitez. En amont, ce que je vous propose, c'est peut-être que là, pendant que Julie et Léa vont se présenter, que vous preniez, si vous le souhaitez, 1 minute pour nous dire dans le chat les raisons pour lesquelles vous participez au webinaire, voilà, ce qui vous interpelle dans la question de la société à mission. Ça nous aidera aussi à caler le discours. Enfin, je voulais vous dire que le webinaire a été filmé. Voilà, donc si jamais vous ne souhaitez pas être filmé, vous pouvez toujours désactiver votre vidéo. Voilà. Et puis pendant le déroulé du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat. On essaiera d'y répondre au fil. Donc là, je vais laisser la parole à Julie pour qu'elle se présente, mais n'hésitez pas du coup dans le chat à nous dire pourquoi, voilà, quel est votre lien avec la société à mission, pourquoi vous êtes inscrit. Bonjour, merci Guillaume pour cette introduction et cette invitation. Donc, je suis Julie Abo, je suis ravie d'être avec vous ce matin pour parler société à mission. Je travaille au sein du cabinet Nova Vista, qui est un cabinet de conseil à mission. Donc, je suis ravie d'être là ce matin pour partager mon expérience à deux titres. Le premier, c'est que en tant que cabinet de conseil, nous sommes en tant qu'entreprise société à mission. Nous avons fait ce chemin, nous sommes sur ce chemin. Et puis, dans notre cœur de métier, nous accompagnons des organisations à adopter cette qualité. En fait, le cabinet existe depuis une dizaine d'années et on est spécialisé dans tous les sujets liés à la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, c'est vrai que la loi Pacte, dont on va reparler tout à l'heure, a transformé pas mal notre métier. On accompagne aujourd'hui beaucoup d'entreprises sur ce chemin de la raison d'être et de la société à mission. Au-delà, on accompagne également des acteurs de l'intérêt général, notamment des fondations, sur des aspects stratégiques, toujours avec en ligne de mire l'impact et la contribution sociétale des organisations. Et peut-être un mot aussi, effectivement, c'est un sujet dans lesquels on est vraiment impliqué au quotidien dans toute l'équipe, puisque nous avons cofondé avec d'autres acteurs un peu pionniers sur les réflexions société à mission, la communauté des entreprises à mission, qui est une association qui regroupe des entreprises et des dirigeants qui sont sur le chemin de la société à mission et qui se rassemblent pour éclairer des points, partager leur expérience sur ce chemin qui est un chemin d'exploration, puisque vous le verrez, le cadre posé par la loi Pacte est assez léger et donc laisse là une marge d'expérimentation. Et donc, cette communauté est là pour voilà, faire partager les uns et les autres et puis diffuser les enseignements au fil de l'eau. Et bonjour à tous, moi je suis Léa, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints au fil de l'eau. Moi, ça fait 2 ans et demi à peu près maintenant que je travaille chez Allenvie. À l'origine, j'ai plutôt travaillé sur des questions liées au marketing et comme l'a expliqué Guillaume, Allenvie a aussi lancé un organisme de formation. Et donc, depuis plusieurs mois maintenant, j'ai plutôt basculé sur les questions de pédagogie.
Et moi, à l'origine, je ne viens pas du médico-social, je suis issue d'une formation en école de commerce. Et donc, j'ai plutôt abordé cet angle de société à mission vraiment par intérêt très personnel au début. J'étais déjà intéressée par le rôle que peut jouer l'entreprise, comment elle peut avoir un impact sur des enjeux de société ou des enjeux liés à l'environnement. Et donc, c'est vrai que lorsque j'ai intégré à l'Envie, avec Guillaume, on avait pas mal discuté. Bon, à l'Envie est complètement dans cette optique-là, et à ce moment-là, on était aussi engagés dans le mouvement qui est devenu la communauté des entreprises à mission, des sociétés à mission que Julie a mentionné juste avant. Et donc, voilà, c'est sûr que du coup, une fois la loi Pacte votée et à l'Envie intéressée pour se lancer dans cette démarche, j'étais très motivée moi aussi personnellement pour y participer. Et donc, je suis aujourd'hui dans ce webinaire pour vous raconter ce moment qu'on a vécu en interne, puisque du coup, j'ai pu participer à la fois à la rédaction de notre raison d'être, de nos objectifs, à l'animation des ateliers en intelligence collective pour aussi compléter ces éléments-là. Et jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est toujours un sujet chez nous, c'est un sujet qui va nous habiter, je pense, pendant longtemps, puisque je fais partie du comité de mission en tant que représentante des salariés du bureau. Voilà, donc ravie de prendre toutes vos questions aussi au fur et à mesure et de vous raconter les différentes étapes qu'on a suivies, voilà, à titre d'exemple, en espérant que ça répondra à vos questions. Je te laisse Merci reprendre la main, beaucoup. Guillaume. Alors pour résumer, merci pour certains participants d'avoir expliqué pourquoi vous étiez là. En résumé, voilà, pas mal de curiosité, beaucoup de gens qui, je pense, ont entendu parler de la société à mission parce que c'est quelque chose euh, qui aujourd'hui est pas mal en vogue. Donc, le déroulé, Julie va nous faire un exposé, je dirais, assez large en nous expliquant le fonctionnement et puis donner le contexte large, des exemples aussi qui sortent du champ sanitaire social. Et puis à l'Envie, on vous partagera ce qu'on a fait, voilà, sans du tout être là pour donner des leçons ou dire il faut faire comme ça, parce qu'en fait, c'est tout ça est très expérimental, mais dans un souci de partage, on se trouve ça intéressant de raconter comment on a procédé et on sera heureux si d'autres parmi vous suivent la démarche dans les prochains mois, les prochaines années aussi, de savoir comment ça se passe chez eux, parce que c'est comme ça qu'on apprendra tous. Je laisse la parole à Julie sans plus attendre. Merci. Alors, je vais vous partager quelques éléments par slide. Hop. J'espère que vous allez tous bien recevoir. Voilà. Donc, quelques éléments de contexte pour replacer tous ces sujets dans le contexte. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est un petit panaché de unes de journaux, de titres de journaux qui ont fleuri à partir de 2018, quand le législateur a lancé, dans le cadre de la loi Pacte, toutes ces réflexions autour de la raison d'être des entreprises et de la qualité de société à mission. Peut-être pour replacer dans un contexte plus large, c'est vrai que c'est pas anodin et c'est pas un hasard si toute cette réflexion est arrivée sur 2018 et 2019 avec le passage de la loi. Ça faisait des décennies que ces sujets de comment allier business, l'environnement, les impacts sociaux étaient traités à travers ce qu'on appelait la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise. Voilà, et ça faisait 40-50 ans que ce sujet était là, mais il n'avait pas été forcément totalement saisi par les entreprises. C'était vu comme de la contrainte et on ne voyait pas trop pourquoi une entreprise devait se soucier de tous ces sujets-là. Et c'est un petit peu le tournant qu'a marqué la loi Pacte en ancrant quelque chose, une vision spécifique de l'entreprise sur ce sujet. Et peut-être un point aussi pour vous raconter d'où viennent ces concepts. Ils nous ont émergé notamment de travaux de chercheurs en management de l'équipe des mines ParisTech qui, depuis des années, réfléchissaient à ce sujet en se disant l'entreprise, quelque part, a été dévoyée dans ce qu'elle était à l'origine, à savoir des gens qui mettaient des ressources en commun pour innover et répondre à des besoins de la société. Et une gestion court-termiste qui a pris un peu le pas dans les dernières décennies, met un petit peu à mal cette dimension-là et freine l'innovation et l'impact que peuvent avoir les entreprises. Ils avaient théorisé cette idée-là dans l'ancêtre de la société à mission. Et donc, ils étaient ravis au moment où le politique s'est dit il faut dans la loi Pacte, on ancre ces sujets-là et on positionne un cadre pour que les entreprises s'approprient cette idée
qu'ils ont un enjeu à être acteurs de la société. Ils ont été pleinement partie prenante des discussions et leurs idées se retrouvent dans ce cadre légal qui est proposé depuis mai 2019. Alors, ce qui s'est passé très rapidement, c'est dans la loi Pacte, il y avait tout un tas de sujets qui n'étaient pas du tout liés à notre sujet de ce matin, mais il y avait un volet très précis qui était appelé « Repenser la place de l'entreprise dans la société ». Et il y a eu un travail de concertation assez large. Donc, vous voyez les résultats sur le slide, le rapport Nota-Sénar qui fait un peu date, puisqu'il regroupe toutes les recommandations et toutes les idées qui ont émergé de cette grande consultation. Et ce rapport, dans les recommandations, les recommandations sont très largement reprises dans le cadre de la loi sur les sujets de raison d'être et de société à mission. Et en fait, quand on lit un petit peu pourquoi le gouvernement et le politique se saisissent de ce sujet à proposer cette réflexion et ce cadre de loi, il y avait toute une dimension de pédagogie économique, notamment en France, et une grande suspicion par rapport à l'entreprise. Il y avait un besoin de revaloriser, d'ancrer ce rôle sociétal de l'entreprise, affirmer qu'une entreprise est un acteur de la société, tout simplement, et proposer un cadre qui permette aux organisations de le mettre réellement en œuvre, cette chose-là. Il y a un sujet, et c'est très, très explicite, sur effectivement permettre aux entreprises de se projeter sur quelque chose de plus long terme versus une gestion court-termiste et très axée sur le profit actionnarial à court terme. Et donc de donner des outils aux dirigeants pour exprimer une vision de long terme et gérer une entreprise avec cette vision de long terme. Et puis, effectivement, reconnaître ce rôle sociétal de l'entreprise. Donc, c'est un petit peu, c'est assez explicite dans les intentions. Et donc, par rapport à tout ça, qu'est-ce qui a été proposé dans la loi Pacte ? C'est en fait trois niveaux d'engagement. C'est un peu une nouvelle façon de voir l'entreprise en réalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pensé un cadre incitatif et progressif avec un socle que vous voyez en bas de l'écran en bleu clair, qui là pour le coup est assez, et pour toutes les entreprises, concerne toutes les entreprises, puisqu'ils ont changé, modifié la définition de ce que c'est qu'une entreprise dans le Code civil. C'est assez fondamental. Ils ont ajouté quelque chose dans ce code civil donc, qui date de quelques décennies, même 2 siècles, en rajoutant qu'effectivement, au-delà de l'intérêt des actionnaires qui se sont mis ensemble pour créer la société est gérée dans son intérêt social et prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc, en fait, c'est symbolique, mais aujourd'hui, il est considéré qu'une entreprise, dans son essence même, dans ce que c'est, cette prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux, elle est normale. Ce n'est plus une question, en fait. Ça fait partie de ce qu'est une entreprise. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un peu la reconnaissance d'un mouvement, comme je le disais tout à l'heure, de réflexion et d'action des entreprises depuis quelques décennies. Mais voilà, ce n'est pas neutre que le changement du Code civil sur ce sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que les 2 marches que vous voyez au-dessus, la 2 et la 3, là est vraiment un cadre incitatif où les sociétés volontaires, les entreprises volontaires, quel que soit leur statut, peuvent aller plus loin. Avec la marche numéro 2 que vous voyez, elles peuvent formuler et inscrire dans leur statut une raison d'être. Et la loi est assez peu bavarde sur ce qu'est une raison d'être. Donc, il faut aller un petit peu farfouiller dans différents documents pour essayer d'en donner une définition, et j'y reviendrai juste après. Mais en tout cas, l'idée, c'est de donner du sens à la gestion de l'entreprise et de projeter cette gestion-là dans le long terme. Et le cadre de la société à mission, la qualité de société à mission que vous voyez sur la marche supérieure, là, on va un cran plus loin. Dans l'esprit, on est vraiment sur une progressivité de la démarche. La qualité de société à mission, elle est vraiment plus exigeante en termes de cadre posé, mais dans l'esprit, c'est une autocontrainte que se donne l'entreprise. Elle choisit sa mission, elle l'inscrit dans ses statuts et elle s'entoure d'une gouvernance et d'un système pour s'assurer qu'elle est bien en chemin pour réaliser cette mission. Donc, c'est extrêmement intéressant parce qu'après des décennies de contraintes réglementaires sur les sujets environnementaux, notamment, là, on voit qu'il y a un cadre qui laisse beaucoup de marge de manœuvre, puisque cette raison d'être et cette mission, c'est l'entreprise qui l'a définie.
Donc, c'est des combats singuliers. Elle va dire qui elle est et ce qu'elle veut faire dans la société. Et c'est assez puissant parce que ça préserve quelque part la liberté d'entreprendre. Et donc, évidemment, avec des enjeux de crédibilité derrière, des engagements pris. Mais on va y revenir juste après. Donc, voilà, un cadre assez novateur pour voilà, une nouvelle grille de lecture de l'entreprise au XXIe siècle, quelque part. Alors, concrètement, ce que je le disais, alors je vois en parallèle qu'il y a des questions. Je rouvre sur le côté le chat pour répondre éventuellement au fil de l'eau. Je n'arrive pas à les voir, excusez-moi. Je les regarderai tout à l'heure. Donc, la raison d'être… Tu pourras traiter quand tu vas expliquer la mission, la différence entre raison d'être et mission. Ok. Et ben, c'est justement tout l'objet de ces deux prochains temps. Donc, la raison d'être d'abord, qui est ce nouveau concept philosophique quelque part qui intègre tout d'un coup le dictionnaire du management. Donc, c'est un peu un ovni et assez peu détaillé comme je les ai définis dans la loi. Ce qu'on peut lire et ce qu'on peut en comprendre en lisant l'exposé des motifs de la loi, le rapport Nota-Sénard, voilà, des éclairages, c'est que c'est voilà, l'expression du sens collectif du projet entrepreneurial. C'est une boussole qui guide et qui donne du sens à la gestion de l'entreprise. Elle doit exprimer à la fois l'histoire, l'ADN de l'organisation, qui nous sommes, ce que nous voulons être, et elle traduit des convictions qui guident l'action de l'entreprise et la façon, souvent une certaine vision de son métier et une certaine vision de sa contribution à la société, qui est très liée. Comment, à travers mon métier, je veux contribuer à la société. Donc, si on regarde, j'aime bien cette image parce que c'est assez inspirant, je trouve. Donc, Jean-Dominique Sénard, qui était un des co-rédacteurs du rapport dont je parlais tout à l'heure, lui parle de la racine. C'est à la fois la racine, donc d'où on vient, qui on est, vraiment fondamentalement, et en même temps l'étoile polaire, parce qu'on se projette sur un peu un rêve, un combat qu'on souhaite mener et une mise en dynamique vers ce combat. Comment on veut contribuer à la société. Et effectivement, c'est un chapeau qui va donner du sens et qui va infuser dans toutes les orientations stratégiques de l'entreprise et dans aussi les actions du quotidien. Et ça, je crois que Léa, tu nous en parleras tout à l'heure. Concrètement, à partir de cette formulation, comment ça se décline dans l'organisation. Donc, c'est une formule plus ou moins longue, on va voir plusieurs exemples, mais qui exprime ça. Donc, ça, c'est l'étape raison d'être. Et ce que rajoute la société à mission, c'est ça. C'est ce que je vous disais, hein, c'est que l'ambition et le cadre est plus exigeant, mais on retrouve ce concept central de raison d'être. Donc, 4 grands marqueurs sur la société à mission. Ce qu'on appelle une mission, en fait, une mission, c'est une raison d'être, au sens où je viens de vous l'expliquer, auquel on associe des objectifs socio-environnementaux. Et ces deux choses sont inscrites dans les statuts, alors que sur la raison d'être, on inscrivait uniquement la raison d'être dans les statuts. Donc, on voit qu'il y a un niveau d'engagement qui est un cran plus élevé, puisqu'on s'engage également sur des choses plus précises en termes d'impact social et environnemental. Donc, ça, c'est la mission dans les statuts. Il y a une gouvernance qui est prévue et qui est particulière pour les sociétés à mission. C'est la mise en place d'un nouveau comité de gouvernance ou d'un nouveau rôle dans l'organisation, donc le comité de mission, le référent de mission, et qui a un rôle de suivi de la mission et de s'assurer que l'entreprise est bien en chemin. Ce qui est intéressant, c'est que la composition de ce comité ou le choix de ce référent de mission est libre. Donc de la même manière, on a un cadre qui est posé, mais une grande liberté dans la composition. Et ce qui est intéressant, c'est que ce comité ou ce référent de mission soit pertinent au regard de la raison d'être et des objectifs qu'on se soit fixés pour que les personnes qui composent ce comité puissent éclairer, aussi questionner, enrichir le chemin de l'entreprise. Alors, juste un petit point sur le référent de mission. Effectivement, dans la loi, il est précisé que pour des entreprises de moins de 50 salariés, au lieu d'un comité, l'entreprise peut faire le choix d'avoir un référent unique salarié de l'entreprise pour faciliter la mise en place de cette gouvernance. Et le comité est totalement libre dans sa composition, donc c'est de l'interne, de l'externe. La seule contrainte, c'est qu'il y ait au moins un représentant de l'entreprise, un salarié. Et cet organe-là devient également inscrit dans les statuts. C'est son seul rôle de suivre l'entreprise sur ce chemin-là.
Deux autres éléments rapidement. Une vérification externe qui est ajoutée, donc un organisme tiers indépendant, des auditeurs qui viennent pour crédibiliser également le rôle, enfin, le chemin d'entreprise et le rôle du comité de mission, vérifier que les objectifs que s'est fixé l'entreprise, elle met bien des ressources en face, elle met bien les moyens qu'elle a annoncés. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir une bonne articulation entre le comité de mission et cet organe externe qui, de concert, crédibilise et valorise le chemin de l'entreprise. Puis, il ne faut pas oublier que cette qualité est révocable, c'est-à-dire qu'on peut la perdre. Très simplement, en fait, pour adopter la qualité, donc il faut avoir cette raison d'être et ces objectifs socio-environnementaux qui sont définis, qui sont inscrits dans les statuts, et ces nouveaux statuts doivent être déposés au greffe du tribunal du commerce. Et à tout moment, un membre du comité, un salarié, une ONG, une partie prenante peut alerter les autorités en disant je pense qu'il y a un souci sur la sincérité et le chemin de l'entreprise, et dans ce cas-là, l'entreprise se voit retirer quelque part la qualité. Donc, voilà, c'est bien d'avoir aussi mis cette notion de risque associée à cette qualité, parce que c'est un chemin engageant et exigeant. Voilà, à ce stade, on n'a pas d'exemple, le cadre est récent, mais pas d'exemple qui va dans ce sens. Mais voilà, c'est pour montrer l'exigence de ce cadre-là. Alors, ce que je voulais finir, parce que j'ai été un peu longue, je pense, Guillaume, tu me dis si je déborde trop. Juste un panorama, alors qui n'est pas à jour, je m'en excuse parce que tous les jours, il y a des annonces, mais pour vous dire qu'il y a une grande dynamique qui a été créée par ce cadre-là. Et vous voyez des entreprises qui se sont positionnées sur une ou l'autre démarche. Petite nota bene, ce que vous voyez sur la gauche, raison d'être versus société à raison d'être. La différence, c'est que les entreprises, c'est bien l'inscription statutaire la différence, c'est-à-dire que les entreprises que vous voyez sur la gauche ont formulé et annoncé des raisons d'être, mais ne l'ont pas inscrit dans leur statut. Il faut être vigilant quand on regarde la presse, parce que la différence n'est pas toujours faite, mais l'inscription statutaire, elle change tout en fait, parce qu'elle est engageante. Ça veut dire qu'on a aussi embarqué l'écosystème, les actionnaires, etc. Donc voilà, vous voyez qu'il y a une grande diversité de tailles, de secteurs. Ce statut est vraiment, enfin cette qualité, pardon, est vraiment faite pour tout le monde, pour que chacun, vous avez un Danone, vous avez une Camif, vous avez à l'envie, il y a vraiment pas de frein sur l'adoption de cette qualité. Et peut-être pour finir de façon plus illustrée, quelques exemples concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ce que je viens de vous dire. Donc là, Camif, que vous connaissez peut-être, qui produit et distribue des produits pour la maison. C'est un peu un Ikea très responsable et qui s'engage pour une consommation et une production responsable. Vous voyez là à l'écran la raison d'être et les engagements, les objectifs qui sont inscrits dans le statut. Donc voilà, on voit bien, par exemple, dans les objectifs, qu'on prend des engagements quand même précis. On voit bien derrière l'enjeu de dynamiser l'emploi sur les territoires et de favoriser l'insertion dans son cœur d'activité, ce que ça peut vouloir dire de façon opérationnelle en termes de choix de fournisseurs, en termes aussi de recrutement. Donc voilà un exemple, on propose des produits et services pour la maison, conçus au bénéfice de l'homme et de la planète, mobiliser notre écosystème, collaborer et agir pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Ce qu'on voit, c'est le rôle, au-delà de son cœur d'activité, le rôle que se donne Camif d'embarquer aussi les consommateurs, les fournisseurs et ainsi de suite dans cette aventure-là. Donc peut-être un autre exemple que vous avez peut-être vu passer, la Maïf, avec de la même manière la raison d'être et les objectifs qui sont statutaires. Donc ce qui est intéressant sur celle-ci, très différente, qui est beaucoup moins précise dans l'inscription de la raison dans le métier, mais tout est centré sur l'attention, ce que vous voyez écrit sur la première ligne, l'attention sincère portée à l'autre et au monde. Et ils ont considéré que cette chose-là était vraiment clé, vraiment importante à préserver et à inscrire partout dans leur façon de faire dans l'entreprise. Et donc, on voit bien qu'on ne fait pas mention de leur métier, mais vraiment sur cette chose-là qui est pour eux fondamentale. L'attention sincère portée à l'autre et au monde, et on voit ce que ça peut vouloir dire, notamment dans la gestion des clients, des adhérents, des sociétaires,
comment on accompagne un sociétaire qui a un sinistre quand on s'est engagé sur une attention sincère. Donc voilà, ça peut avoir des déclinaisons concrètes, très concrètes dans la relation client. Je m'arrête là, j'avais d'autres exemples, mais peut-être que j'y reviendrai pour peut-être laisser du temps à Léa d'illustrer ce chemin à travers l'exemple d'Alenvie. Super, merci Julie. Déjà, pour réintroduire et reprendre ce que Guillaume disait, vraiment ce que je vais expliquer, c'est les étapes qu'ont suivi à l'envie, qu'a suivi à l'envie. C'est vraiment un petit exemple. Ce cheminement, en fait, en éléments très constituants, Julie l'a expliqué, implique à un moment d'aboutir à une raison d'être, à des objectifs formalisés dans les statuts et à la nomination d'un comité de mission. Mais après, le cheminement est complètement libre et doit, on est assez convaincu, s'adapter à ce que vous êtes, aux particularités de l'entreprise et à sa culture. Et donc typiquement, nous, un élément très constituant de notre culture, je pense, qui a été une base très positive pour cette démarche et que, en fait, à l'envie, finalement, cette idée d'un moment de mission, de raison d'être, et faisait déjà partie de notre histoire. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, l'envie, ça a été lancé il y a 4 ans à partir d'un constat très fort qui était que si on met les professionnels qui interviennent auprès de personnes fragiles, qui ont besoin d'aide, dans les meilleures conditions possibles, en fait, pour qu'ils puissent laisser épanouir toutes leurs qualités humaines, donc c'est-à-dire les former, leur donner des outils pour bien faire leur travail, les mettre dans un cadre où ils se sentent épanouis, accomplis, reconnus, valorisés. Et derrière, c'est la qualité de leur accompagnement qui est améliorée, qui est plus humain, plus stimulant, plus respectueux de la dignité de la personne. Et donc de ce constat-là, finalement, s'est construit tout notre modèle. Tout ça pour raconter qu'en fait, à l'envie, pour être communément appelée comme une mission native, donc cette idée de mission, de raison d'être, même si elle n'était pas aussi formalisée que ce que cette démarche nous a permis de faire, elle était quand même présente et tout ça a fait, je pense, une base très positive qui a fluidifié, je pense, toute cette démarche. On n'a pas eu besoin de faire énormément d'efforts pour convaincre, que ce soit en interne ou en externe, que cette démarche était pertinente pour à l'envie et de s'y lancer. Donc ça, je pense que c'était quelque chose d'important à vous préciser avant que je vous raconte plus en détail. Et autre élément, j'ai vu des questions passer aussi sur l'agrément ESUS. On a aussi effectivement l'agrément ESUS. Je pense que Guillaume aura aussi envie de compléter. Mais en tout cas, en premiers éléments de réponse que je peux vous donner, typiquement, on a voulu se lancer aussi dans cette démarche de société à mission parce que tout comme l'agrément ESUS, on trouve que c'est des qualités, des statuts qui permettent en fait de formaliser à un moment la démarche, de s'engager, de la structurer. Et donc typiquement, autant l'agrément ESUS nous a aidé par exemple à pas mal structurer notre gouvernance partagée, et au même titre, se lancer dans la démarche de société à mission nous a permis de beaucoup plus structurer et de formaliser nos objectifs, notre raison d'être, de beaucoup plus nous engager et de mettre en place autour de cet engagement qu'on portait déjà à l'origine, toute une gouvernance. Voilà, mais on pourrait y revenir dessus, notamment si vous avez plus de questions, mais c'était pour donner des premiers éléments de réponse. Et donc, du coup, comme vous l'avez compris, historiquement, en fait, nous, on avait déjà des phrases qu'on disait, des éléments de communication qu'on avait qui reflétaient notre envie, notre raison d'être, notre pourquoi. Historiquement, notre phrase, c'était humaniser l'accompagnement des personnes âgées. Donc, c'est notre première forme de raison d'être. Et en se lançant donc à l'été 2019, après le vote de la loi Pacte en mai 2019 dans cette démarche, en fait, on est vraiment reparti de notre histoire, de ce qu'on était, même si on existait depuis 4 ans. Et donc, il y a eu vraiment un premier temps où on a d'abord pas réécrit, mais en tout cas remis sur papier toutes les dimensions qu'on avait envie de porter, qui étaient importantes pour nous, des décisions fortes aussi qu'on avait prises, nos activités. On est vraiment reparti de ce qui faisait notre ADN, nos éléments constituants, de ce qui nous tenait à cœur, de ce qu'on avait envie de réaliser. Et après, on a complété ce premier temps de réflexion par tout ce qu'en fait Julie a pu expliquer, mais donc vraiment comprendre ce qui est une raison d'être, ce que sont des objectifs, et on y a mis une petite couche supplémentaire de nous, à quoi est-ce qu'on voulait qu'elle ressemble, pour qu'elle reflète ce qu'on était. Donc typiquement, pour ajouter peut-être par rapport à ce que disait Julie, nous, on avait très envie que notre raison d'être soit plutôt courte, simple, fluide à lire, idem pour nos engagements. On avait envie aussi de tourner nos engagements d'une manière très active dans leur tournure grammaticale, pour le coup syntaxique. Donc vous verrez, je vous les montrerai, mais tous nos engagements, tous nos objectifs commencent par un verbe. Voilà, c'est des choses qu'on a voulu rajouter. On a eu aussi, on avait compris qu'il fallait absolument que les deux soient articulés, donc on avait envie vraiment que nos objectifs fassent écho à notre raison d'être, qu'ils soient suffisamment précis pour qu'on puisse derrière finalement aller les mesurer.
poser des indicateurs et en même temps qui ne soient pas trop précis pour se résumer en fait à des indicateurs de performance qui dessineraient plus ou moins une sorte de roadmap qui en fait au bout de 2-3 ans se serait un peu essoufflé. Donc on avait très envie de à un moment venir poser des mots qui soient suffisamment précis pour qu'ils soient engageants et pas trop abstraits et en même temps d'être suffisamment larges pour à un moment venir toujours nous inspirer dans notre envie de réalisation de notre raison d'être. Et autre petite question qu'on s'est posée à un moment pour venir formaliser notre raison d'être à ce moment-là, donc au tout début, ça a été un moment de revenir au-delà de notre histoire à pourquoi est-ce qu'on existait, à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on souhaite préserver et qu'est-ce qu'on souhaite changer. Voilà, c'est une typologie de questions qu'on allait se poser pour à un moment venir affiner cette raison d'être. Donc tout ça, ça nous a pris plusieurs semaines. Ça nous a permis de donner des premiers mots, des premières formulations. Et après, il y a un autre temps qui s'est engagé en interne. Je vais vous partager mon écran, qui est un temps pour le coup, où on est venu confronter cette première réflexion. Donc, j'espère que vous voyez bien tout simplement une photo. Voilà, donc en fait, est venu compléter cette première réflexion en petit comité en interne chez Alenvie, avec un moment vraiment de partage entre parties prenantes. C'était une idée aussi très forte chez nous dans la société à mission qui nous intéressait. C'était un moment de venir mettre notre mission au cœur de notre gouvernance et d'y associer l'ensemble de nos parties prenantes qui pour nous étaient clés pour à un moment s'intéresser à notre question. Et donc du coup, en fait, on s'est engagé à un moment où on a eu deux moments d'intelligence collective assez forts. Le premier était donc l'atelier dont vous voyez la photo, où en fait pendant 2-3 heures, on a rassemblé différentes personnes autour d'une table. Là, vous en voyez quelques-uns, mais donc là, il y a 2 auxiliaires de vie. Vous voyez ici Vincent et Faoline, des personnes membres du bureau dont je fais partie, qui avait moi, Alison et Romain, Guillaume Desnaux, donc en cofondateur et en représentant cette histoire aussi de cette et d'Alenvie. Et on voit ici un de nos actionnaires, ils étaient plusieurs aussi ce jour-là, donc des actionnaires du fonds d'impact majoritaire chez Alenvie. Voilà, et donc pendant ce moment d'intelligence collective, on a à la fois réexpliqué cette démarche, qu'est-ce qui faisait une bonne raison d'être, de bons objectifs, et surtout, on allait reposer les mêmes questions qu'on s'était posées nous. Qu'est-ce qui pour vous fait la particularité d'Alenvie? Pourquoi est-ce que pour vous Alenvie est unique? Et commencer à y sortir aussi des mots, des formulations, des choses qui pour nous reflétaient vraiment ce qu'on était. Et donc à titre d'exemple, ce qui est beaucoup ressorti pendant cet atelier, enfin ce qui est ressorti et qu'on a réutilisé, que vous allez revoir juste après dans notre raison d'être, dans nos engagements, c'est par exemple le principe de subsidiarité qui est sorti à ce moment-là, est sorti aussi l'intérêt du cadre de travail, du dialogue, de la formation, enfin voilà. Donc c'est des moments où on a pu nous aussi reconfronter par rapport à ce qu'on s'était dit, des choses qu'on avait déjà identifiées et venir aussi poser des mots beaucoup plus forts. On a pu aussi creuser toutes ces idées parce que, comme on vous l'a expliqué un peu au début, on fait partie du coup du mouvement des comités d'entreprise à mission. Donc on a eu aussi d'autres exemples d'autres entreprises, Nouvelle Assistance est partie par exemple, mais voilà, on a aussi cherché des inspirations à côté chez d'autres entreprises. Et donc tout ça nous a permis petit à petit d'arriver à des premières formulations qu'on a réaffinées et qui nous a permis d'arriver petit à petit à une première version qui nous satisfaisait et qu'on est venu présenter, et c'est le deuxième moment d'intelligence collective qu'on a vécu chez nous, qu'on est venu présenter au sein des comités de gouvernance partagés. Donc là, vous voyez le jour où on l'a présenté au comité de pilotage partagé, qui est le comité de gouvernance partagé avec les auxiliaires chez Alenvie. Et on a fait de même avec l'équipe du bureau, puisqu'on est à peu près une vingtaine maintenant, l'équipe du bureau. Et donc, à ce moment-là, on a vraiment montré notre raison d'être, nos engagements, nos objectifs, pardon, leur formalisation officielle, leur formulation officielle. Et donc, ça a permis à nouveau de venir re-questionner des mots. Donc là, on était vraiment dans le choix des mots. Et donc, par exemple, je vous montre, donc ça, c'est notre version maintenant finale. Mais par exemple, dans notre raison d'être, à l'origine, il y avait, dans ce qu'on a présenté au comité de pilotage partagé, humaniser l'accompagnement des personnes vulnérables et non pas qui ont besoin d'aide ou de soins. Et donc ça, typiquement, c'est un mot sur lequel les auxiliaires sont restés longtemps, ont questionné, challengé, et qui fait qu'on a abouti plutôt à cette formulation qui ont besoin d'aide ou de soins. Voilà, en tout cas, dans les moments très forts qui nous ont permis petit à petit d'arriver à cette version que vous avez sous les yeux, que je ne vais pas non plus totalement détailler ou relire avec vous, mais au moins peut-être la raison d'être que Guillaume du coup a dit en introduction. Mais donc notre raison d'être officielle est humaniser l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'aide ou de soins en valorisant les professionnels et en réconciliant les enjeux humains et économiques du secteur.
Et dans nos objectifs, on retrouve des dimensions très fortes chez nous, comme l'envie de donner accès à tous à nos services, quelles que soient leurs ressources, l'idée de, à un moment, créer un cadre de travail valorisant, épanouissant pour les professionnels, cette idée d'amélioration continue, d'utiliser la formation, la subsidiarité, de, à un moment aussi, s'assurer que notre accompagnement vienne vraiment apporter de la qualité auprès de nos bénéficiaires et donc viennent à un moment rompre leur isolement quand ils sont dans cette situation, etc., etc. Voilà, donc ça, vous pourrez les retrouver sur notre site internet. Mais c'est pour vous donner, pour détailler aussi comment à un moment ces temps, différents temps, donc temps de réflexion de nos dimensions importantes, temps d'intelligence collective nous ont permis d'arriver à ce travail qui nous a pris, je pense, entre 5 et 6 mois à peu près. Voilà, et après donc du coup dans les moments structurants, il y a eu, bah, du coup le fait de l'enregistrer dans nos statuts, aussi de communiquer, autour, de ces éléments. Je vous ai mis quelques exemples et donc nous que vous l'avez compris, il y a eu un temps où on a communiqué en interne, on a été réouvert à ce que des mots, des formulations changent en fonction des réactions et puis il y a un temps aussi de communication, d'expliquer pourquoi on se lançait dans cette démarche, pourquoi elle était importante pour nous, de militer, de s'engager aussi pour la faire reconnaître et donc notamment je vous ai mis, en fait beaucoup de choses que je vais vous expliquer aujourd'hui, j'en ai fait un article aussi que vous pourrez retrouver. Donc voilà, ça, c'était des moyens différents à un moment d'expliquer en externe pourquoi on se lançait dans cette démarche, pourquoi on avait abouti à ces engagements, ces objectifs et cette raison d'être. Et la dernière étape finalement, qui est le dernier chapitre qui s'est ouvert très récemment, est l'étape du comité de mission. En première étape, il a fallu d'abord choisir finalement les personnes qui en faisaient partie. Je vous ai mis ici les différentes personnes qui en font partie chez Alenvie. Donc on a eu envie que ça reflète nos différentes parties prenantes. On est 9. Et donc vous pouvez retrouver donc une personne qui a été aidante familiale, une personne qui fait partie de notre écosystème de partenaires médico-sociaux avec qui on travaille pour veiller à la qualité de nos accompagnements, un représentant de nos confrères qui est aussi dirigeant de structure d'aide à domicile, un représentant de nos actionnaires, un représentant des cofondateurs, une représentante des auxiliaires de vie, que nous on appelle d'envie chez nous, et une représentante que je suis pour les personnes, les salariés du bureau. Et petite précision que je peux vous apporter qui peut être intéressante, c'est qu'Isabelle et moi-même, on fait aussi partie des comités de gouvernance avec les salariés parties prenantes qu'on représente, parce qu'on a eu envie qu'il y ait un lien, une cohérence aussi entre les deux. Et deux dernières personnes aussi que je peux vous préciser, que sont François Silva et Jean-François Serre. On a eu très envie à un moment d'avoir des personnes qui aient un regard de recherche très poussé sur deux dimensions fortes chez nous, l'organisation notre organisation, notre mode de management, de gouvernance, et le sujet même qu'on souhaite à un moment adresser, qui est l'accompagnement de personnes âgées, puisque Jean-François Serre a eu un rôle important dans la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Voilà, donc dernier chapitre qui s'est ouvert très récemment avec notamment le premier moment de réunion de notre comité de mission. Il y a eu des questions notamment à ce sujet d'exemples de livrables. On vous a mis quelques exemples. Ce comité de mission, il est vu en octobre, là, il y a 1 ou 2 mois. Ça a été un temps pendant lequel on a pu à la fois rééchanger sur l'objet de ce comité de mission, de rappeler à un moment ce qui est écrit dans la loi et en même temps de voir ce qu'on avait envie de faire. Mais donc globalement, l'objet de ce comité, c'est à un moment de venir suivre, poser et challenger des indicateurs qui permettent de suivre les objectifs et éventuellement de venir aussi apporter des réponses, challenger l'organisation dans le suivi de sa raison d'être. Et donc, ce qui avait été présenté lors de ce premier comité de mission, c'est un travail fait par Alenvie. Et pour chaque engagement, là, je vous ai mis à titre d'exemple pour nos objectifs 5 et 6, de venir poser déjà des premiers indicateurs, à la fois donc des indicateurs d'impact chiffrés, et à la fois de le mettre en regard d'éléments qualitatifs de notre actualité, de choses qu'on avait fait qui ne se mesurent pas forcément, mais qui en tout cas montraient qu'on était en chemin vers cet objectif et qu'on en tout cas essayait de s'en rapprocher. Voilà pour tous les différents moments forts qu'on a vécus. Je vais m'arrêter là pour qu'on ait vraiment le temps d'échanger. Mais en tout cas, c'était les grandes différentes étapes qu'on a suivies. Et comme on le disait aussi précédemment, il y a vraiment un côté un peu pionnier où on découvre au fur et à mesure. Donc il y a sûrement, si on refaisait la même présentation dans 1 an, beaucoup de nouvelles étapes qui se seraient rajoutées, je pense, dans ce moment-là. Merci Léa. Avant de traiter peut-être les questions de l'audience, peut-être une petite question rapide pour Julie.
Est-ce que tu peux nous dire rapidement, parce que toi, tu as un poste d'observation, tu as analysé beaucoup d'entreprises à mission. C'est quoi, selon toi, dans la démarche, dans la méthode, ce qui est incontournable et ce qui est vraiment, je dirais, à la guise de chaque entreprise, enfin, à la discrétion de chaque entreprise dans ce qu'on observe aujourd'hui? Oui, tout à fait. Merci Guillaume. Effectivement, on a un petit peu de recul maintenant sur les façons, des façons de faire pour se lancer dans cette réflexion-là. Ce qu'on voit d'absolument fondamental et qui reste voilà, qui sera un invariant, c'est qu'il faut que cette démarche soit portée par les dirigeants de la structure. Si ces gens-là n'impulsent pas la réflexion, ça a peu de chances d'arriver. Donc, on a souvent des dirigeants convaincus et qui portent vraiment ce sujet-là. Donc, ça, c'est vraiment une première chose. La deuxième chose, et je crois que Léa, tu l'as bien dit, tu l'as bien raconté, ça ne se fait pas en une nuit. Donc, il faut prendre le temps. Donc, il y a de la maturation et de l'itération et on revient sur des mots et on réouvre des questionnements. Donc, voilà, il n'y a pas de règle. Je ne peux pas vous dire c'est 6 mois, c'est ferme, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une réflexion qui est assez fondamentale et parfois vertigineuse quand on se pose la question en tant que collectif, à quoi on sert en fait. Pour certaines entreprises, c'est plus évident comme à l'envie qu'il y avait cette chose-là dès l'origine, mais pour d'autres, c'est pas forcément si évident. Donc, prendre le temps et maturer et itérer avec du collectif, parce que c'est ça qui fonctionne bien. Et je rebondis sur le dernier point, là où il y a de la marge de manœuvre, c'est sur ce collectif et ce travail collaboratif. Ce qui est sûr, c'est que quand on formule quelque chose, ce projet-là, à travers une mission, une raison d'être, on formule quelque chose qui embarque forcément des parties prenantes. On voit bien qu'on n'y arrivera pas tout seul à mener ce combat. Et donc, c'est un projet collectif qui doit être formulé aussi avec son écosystème. Et donc, là où il y a de la liberté, c'est à quel moment on associe l'externe, par exemple. Est-ce que je veux le faire avec l'ensemble des collaborateurs où j'ai d'abord une équipe qui réfléchit? À quel moment je fais intervenir les sessions que nous présentait Léa avec les parties prenantes externes? On peut les faire au début, on peut les faire à la fin, au milieu, tout au long. Enfin, voilà. Donc, il y a une chose fondamentale qui est il faut le faire en collectif. Après, quel collectif et à quel moment je l'ouvre, ça, c'est vraiment à la main de chacun et chacune. Et puis, le dernier point, c'est ne pas oublier que le chemin commence une fois que l'inscription statutaire est faite. Et ça, c'est-à-dire que l'aventure, elle commence vraiment là. Et ce qui se passe après, c'est-à-dire constamment réinterroger ses décisions et ses actions au regard de ce qu'on a écrit dans nos statuts, voilà, ça, c'est un chemin. Donc, c'est parce que voilà, c'est un processus qui est long. Au moment où on arrive à l'inscription statutaire, on est content et fier. Et c'est vrai, mais en même temps, commence après. Et là, effectivement, on est un peu plus dans l'exploration. Voilà. Julie, il y a une question sur les vérificateurs. Est-ce que tu peux, Oui. enfin, les Oui. organismes tiers indépendants, est-ce que tu peux nous en parler deux secondes peut-être? Alors oui, sur les risques de social washing, oui. Non, sur pardon. Oui, le les rôle. OTI. Oui, les OTI, pardon. Mais qui est un peu lié aussi la façon dont va être choisi les OTI vont essayer aider à crédibiliser tout ça. Alors, de nouveau, la loi est assez peu bavarde sur il y a eu un décret qui a précisé la loi Pacte sur la question de la vérification. Et là, en fait, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que les cahiers des charges pour ces vérifications sont en train d'être créés par les organes qui accréditent les auditeurs. Donc, avec la FNOR, la communauté des entreprises à mission est évidemment partie prenante des discussions. Voilà, donc cette chose-là est en train d'être cadrée. Mais en gros, à ce stade, ce que je peux vous dire, c'est que à partir du moment où vous avez changé vos statuts, vous avez la première vérification n'arrive que, je vais dire des bêtises ce matin, 18 mois ou 2 ans après, en fonction de la taille de votre entreprise. Donc, comme je disais, pour les entreprises de moins 50 salariés, le cadre est un peu plus ouvert, donc on laisse un peu plus de temps.
Donc, ça veut dire qu'il y a du temps pour structurer les choses. Et comment concrètement, Léa a parlé des indicateurs associés à chaque engagement. Ce que va faire l'OTI, c'est prendre la raison d'être et les engagements qui sont dans les statuts et regarder ce qu'on appelle le référentiel d'évaluation de la mission, un petit jargon, mais en gros, les indicateurs et les actions que s'est définie l'entreprise sur chaque engagement et va vérifier qu'elle a bien mis en place. Et si elle n'a pas mis en place, pourquoi ? Et est-ce qu'il considère qu'elle a mis suffisamment de ressources en face pour pouvoir avancer. Donc voilà, le cadre de travail de l'auditeur va être celui que s'est fixé l'entreprise. C'est ça qui est intéressant. Et ce ne sera pas cocher des cases comme c'est le cas dans certains labels de RSE, par exemple. Donc, c'est sur le cadre que s'est fixé elle-même l'entreprise que va se jouer le rôle de vérification. Je ne sais pas si ça répond. Je vais prendre quelques questions. Oui. Donc, dans les questions sur le social washing, juste un petit mot. Je pense qu'on peut voir la société à mission de deux manières. Une manière qui, à mon avis, n'est pas celle qui ne correspond pas à la réalité, qui est de penser que c'est un brevet de vertu. Ce n'est pas du tout le cas. Une société, c'est un lieu où il y a des intérêts contradictoires qui s'affrontent qui s'affrontent pas, mais qui rentrent, je dirais, en dialogue entre les parties prenantes, les salariés, les bénéficiaires, les clients, les partenaires, les actionnaires. Le modèle classique d'entreprise a tendance à traiter ces contradictions en les traitant toujours au profit de l'actionnaire. La société à mission, c'est un moyen d'avoir un dialogue plus équilibré entre les parties prenantes. Donc, quand une société à mission est contestée parce qu'on considère qu'une de ses actions n'est pas cohérente avec sa raison d'être, c'était un peu ce qui était dit en filigrane dans la question, on peut dire c'est du ah oula, elle a fait du mission washing. En fait, on peut se dire le système marche parce que elle s'est mise dans une posture avec sa raison d'être et ses engagements où ses parties prenantes ont les arguments pour lui dire là, non, ta décision, elle est uniquement au profit des actionnaires, donc elle n'est pas bonne. Et donc, il y a un dialogue qui s'instaure. Alors, parfois, c'est un dialogue qui peut se faire de manière un peu virulente, mais la réalité, c'est que l'entreprise qui adopte cette qualité de société à mission se met dans une posture d'affronter la contradiction, d'essayer de la résoudre. Là où celle qui ne le fait pas, finalement, acte le fait qu'elle est gouvernée au profit des actionnaires et qu'elle est finalement peut avoir tendance à devenir un véhicule financier. Donc ça, c'était pour la question sur le social mission washing. Question sur les objectifs. Nous, les objectifs, la question, c'est est-ce que s'ils sont trop précis, on a besoin de les changer en cours de route. Nous, les objectifs, on les a vraiment faits pour qu'ils soient assez larges. On s'est imaginé un peu comment on allait les suivre, avec quels indicateurs, mais on n'a pas mis des indicateurs dans les statuts. Donc là, c'est tout le travail d'essayer de définir des objectifs qu'on estime ne vont pas être remis en question du jour au lendemain et qui ne vont pas contraindre. Après, il peut toujours y avoir une adaptation au bout de quelques années si on s'aperçoit qu'en fait, ils sont plus pertinents. J'ai une question sur les fonds d'impact lors d'une levée de fonds. Aujourd'hui, les fonds d'investissement, spécialement les fonds impact, sont très intéressés par le fait qu'on clarifie bien notre raison d'être et nos objectifs. Et c'est aussi une manière très claire de poser les partis pris qu'il va y avoir éventuellement dans le développement de l'entreprise, le modèle économique. Nous, par exemple, on s'engage à ce qu'il y ait un accès favorisé à tous de nos services. Donc ça, derrière, par exemple, c'est le pourcentage de bénéficiaires qui bénéficient de notre tarif social. Ça, c'est quelque chose qui peut aller à l'encontre de la rentabilité de l'entreprise. Mais les fonds savent qu'en fait, c'est un objectif qu'on poursuivra. Donc, dans les discussions après, quand on gouverne ensemble l'entreprise, ils ne vont pas être fondés à dire, par exemple, laissez tomber votre tarif social pour générer plus de marge. Parce qu'en fait, au moment où ils sont rentrés, ils ont signé pour une entreprise qui, dans ses statuts, disait qu'elle avait cet objectif d'augmenter l'accessibilité de ses services. Donc, c'est une manière d'aligner les investisseurs quand ils rentrent sur des partis pris forts du modèle économique qui, derrière, ne vont pas pouvoir être mis en cause. Donc, ESUS ou société à mission, nous, on a les deux. Pourquoi ESUS, c'est une philosophie un tout petit peu… Alors, c'est proche, mais c'est une philosophie un peu différente. Ça vient plutôt du modèle de l'économie sociale et solidaire, du modèle des coopératives, avec gouvernance très démocratique, qui a été adaptée aux entreprises. Donc, c'est très intéressant. Ça acte aussi que la lucrativité doit être limitée, une échelle de salaire
maximal, entre 1 à 7 et 1 à 10 maximal. Donc nous, on est très content aussi d'appartenir à cette tradition et de s'inscrire dedans avec ESUS. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que la logique, je dirais, d'objectifs de comité de mission d'amélioration continue, elle est moins guidée dans ESUS. Donc nous, ça nous aide beaucoup d'avoir ce cadre société à mission, ne serait-ce que parce que ça nous force à faire un reporting sur les indicateurs d'impact, par exemple. Et ce qui est très intéressant, donc il y a vraiment cette démarche d'amélioration continue. Et ce qui est très intéressant aussi de notre point de vue dans la société à mission, c'est qu'en fait, en l'adoptant, on ne fait pas que transformer son entreprise. Je pense qu'on participe à un mouvement plus large qui peut s'appliquer à, en gros, toutes les entreprises, les petites, les grandes, les moyennes, dans notre secteur notamment. Voilà, nous, on n'en parle pas là, mais chez Allenvie, on s'est aussi exprimé parce qu'on pense que toutes les entreprises privées de notre secteur devraient adopter la qualité de société à mission et que même on devrait les y encourager fortement. Je ne pense pas qu'ESUS soit un statut qui permette d'être adopté massivement, en tout cas aujourd'hui, à moins de faire une sorte de révolution, parce que voilà, on voit bien que les problèmes des sujets de lucrativité limitée dans les grandes entreprises aujourd'hui sont un peu abrupts pour être adoptés massivement. Donc on peut se dire qu'ESUS c'est plus engageant, que c'est mieux, mais à mon avis c'est moins généralisable. Donc nous on est content de la société à mission aussi parce qu'on pense que c'est un modèle qui est généralisable, en tout cas à tout notre secteur. Je ne sais pas s'il y avait une autre question. Léa, peut-être c'était sur qu'est-ce qui était le plus difficile. Je te laisse peut-être répondre à ça, les challenges. Pour devenir société à mission, il y a toujours forcément un challenge au niveau des mots, choisir les bons mots, et bien à un moment d'écrire, les rendre explicite en fait de l'implicite. Nous, ça a été ça finalement qui était le plus long, sur lequel on a le plus tâtonné entre guillemets, surtout avec cette prise de recul là d'1 an. Mais à un moment, aller trouver les bons mots, ça nous a pris du temps. Et après là, c'est plutôt même on discutait ensemble, mais c'est plutôt dans ce nouveau chapitre dont je parlais à la fin qui s'est ouvert, les enjeux qu'on vit actuellement et ce qui nous semble aujourd'hui complexe et en tout cas un challenge, c'est déjà d'aller trouver les bons indicateurs finalement. Maintenant, après avoir trouvé les bons mots, il faut aller trouver les bons outils de mesure. Et donc ça, c'est vraiment une réflexion en interne qu'on sent vibrante depuis quelques mois, je trouve, quelques semaines en tout cas. Et l'autre élément, et Julie, je pense que tu pourras aussi témoigner, Guillaume aussi, c'est l'enjeu d'animation du comité de mission. C'est assez nouveau, c'est des parties, en fait, c'est à la fois magnifique parce qu'il y a plein de parties prenantes différentes autour de la table, mais à la fois plein de personnes de cultures différentes, pas forcément avec les mêmes langages, les mêmes habitudes. Et donc, il faut aussi trouver le moyen d'animer ce moment-là, de se comprendre aussi sur pourquoi est-ce qu'on est là, à quoi est-ce qu'on veut aboutir, d'autant plus qu'il n'y a pas on ne se voit pas tant que ça, parce qu'en fait, finalement, réunir aussi 9 personnes, ça implique un système de timing, d'organisation. Donc, voilà, je trouve qu'aujourd'hui, finalement, ce qui est plutôt un enjeu, c'est ces points-là. Je ne sais pas si Julie ou Guillaume voulaient compléter. Vas-y, Guillaume, si tu veux compléter, mais je suis d'accord. On vit la même chose sur la définition des bons indicateurs pour suivre tout ça. C'est très important. Et on est peut-être à la 15e copie de notre côté. Alors, mais c'est pas très grave parce que c'est un questionnement en fait qu'on a enclenché. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, on s'est engagé à se questionner tout le temps sur tout ce qu'on fait. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis le comité de mission, c'est une nouvelle chose, une nouvelle façon de dialoguer avec ces parties prenantes sur des sujets. C'est assez vertigineux. On présente un peu, on se met à nu. Voilà vraiment au fond toute l'équipe, pourquoi elle se lève le matin et comment elle compte le mettre en œuvre, et d'avoir des retours, des gens qui disent mais attendez, vous n'avez pas forcément pensé à ça, qui nous bousculent un petit peu, mais toujours avec bienveillance. C'est un exercice qui est intéressant, riche, mais intense. Pour l'avoir vécu il y a quelques semaines, et Guillaume fait partie d'ailleurs de notre comité de mission et on le remercie, donc il peut aussi témoigner des deux points de vue. Ouais, alors une autre question sur nos différents. C'est vrai que nous, on a 3 organes de gouvernance. On a un comité de mission, on a un comité des investisseurs et un comité de gouvernance partagée avec les salariés. Donc, c'est vrai que c'est lourd. Je dirais que nous,
on cherche un peu on cherche à innover, donc on teste pas mal de choses dans ce domaine et on est content de le faire. Après, je ne dis pas que toutes les entreprises de notre taille doivent avoir 3 organes de gouvernance, ça serait beaucoup trop lourd. Dans notre cas, l'organe de gouvernance avec les salariés, il est très impliqué, très souverain sur des questions de cadre de travail, évolution du cadre de travail, du cadre de fonctionnement interne. Le comité des investisseurs, il y a de l'argent qui est investi, donc forcément, il y a des discussions sur à quoi sert l'argent qui est investi, comment il est optimisé, mais aussi, comme c'est les investisseurs à impact, beaucoup de discussions sur l'impact, nos indicateurs d'impact. Et le comité de mission, voilà, il est là pour être garant de la mission. Nous, c'est vrai que comme on est trois cofondateurs, donc on anime un peu chacun un comité, donc ça nous permet aussi de nous démultiplier. Voilà, on ne prétend pas que c'est une organisation forcément optimale, les choses évolueront peut-être. Ce qui est important, c'est qu'il y a des liens entre les deux, donc il y a des salariés du comité de gouvernance partagée qui siègent aussi au comité de mission, qui peuvent expliquer, vraiment faire un lien avec les deux et expliquer dans le comité de mission ce qui se passe. Donc voilà, mais éventuellement, si on fera peut-être un schéma, on partagera avec plaisir un schéma. Je ne pense pas qu'on en ait aujourd'hui, mais si on en fait un. Avez-vous créé un lien ou partagé des projets dans le cadre de l'appel Non, ça, je ne suis pas au courant de cet appel projet Structure 3.0. Si je peux juste Bonjour. me permettre. Bonjour, c'est l'ANS, donc l'agence, le numérique en santé. Ils ont fait un appel à projet national et le premier plan était sur le médico-social. Ils ont donné les résultats des projets qui ont été choisis et a priori, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'ils ont Votre connexion s'est interrompue, je crois. On nous demande le budget moyen pour adopter la qualité. Pardon. C'est rétabli? Oui, allez-y, peut-être terminer parce que vous avez été coupé. je suis la désolé. Connexion s'est interrompue. Non, je disais qu'il y a peut-être un bon signe de ce côté-là. Donc, c'est l'ANS, c'est l'Agence numérique de santé, qui a fait un appel à projet national et, sur le médico-social. Et on pouvait avoir des doutes sur le caractère réellement social du côté de l'ANS, j'allais dire. Et en fait, dans les projets qu'ils ont choisis, ils ont plutôt effectivement bien pointé vers le médico-social et notamment des structures, voire des petites structures qui portent des projets tels que celui d'À l'Envie, au niveau du management avec les aides à domicile. Et donc, ma question, c'était est-ce qu'au niveau de la structure, donc, vous avez nommé plusieurs fois des entreprises à mission, je ne sais pas, vous pouvez peut-être rappeler son nom, je ne sais plus comment vous avez dit, l'organisation. La communauté des entreprises à mission. Oui, la communauté. Je ne sais pas s'il y a un lien déjà avec l'ANS, parce qu'a priori, on pourrait supposer que toute société ou association d'aide à domicile, de fait, est une société à mission. Comme j'ai vu qu'il y avait 7 familles qui est là. Aujourd'hui, 7 familles, il y a beaucoup d'entreprises qui, de par l'identité du service qu'ils proposent, sont de fait des entreprises à mission, au moins en tout cas dans leur projet entrepreneurial. Et je ne sais pas comment s'organisent justement les propos entre les instances diverses, et notamment le médical et cette organisation qui regroupe les sociétés à mission. Mais ça m'intéressait parce que je voulais savoir si, comme vous l'avez dit, ça devrait quasiment être obligatoire sur certains sujets. Il n'y a pas de lien aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, la seule initiative qui va dans ce sens, il y a un rapport qui a été fait par François Ruffin et François Bonnel, je crois que c'est François ici, 2 députés, donc un LREM, un LFI, sur les métiers du lien, qui est sorti en juillet, je crois, et qui donne lieu à un travail législatif. Et dans ce rapport, il y avait une proposition qui était que toutes les entreprises du secteur adoptent la qualité de société à mission. Mais ensuite, la communauté, pour l'instant, elle a un spectre assez large. Il y a des entreprises de toutes les tailles, donc elle n'a pas forcément de lien aujourd'hui avec les acteurs du médico-social, mais ça viendra peut-être. Je vois juste une question sur le coût pour adopter la qualité de société à mission. Alors, nous, le coût, tout est passé en interne. Je dirais que parce que on s'était quand même pas mal renseigné sur la démarche, qu'on avait l'occasion de participer à la communauté des entreprises à mission ou à
Donc, on était déjà assez informés. Ensuite, si vous voulez vous faire accompagner, évidemment, il peut y avoir du conseil. Mais je dirais que déjà, en adhérant à la communauté des entreprises à mission, par exemple, ce n'est pas pour faire de la retape mais pour le principe, mais je pense que vous pouvez avoir pas mal d'échanges entre pairs et en tant que petite entreprise, on peut le faire sans forcément se faire accompagner par un cabinet de conseil. Le cabinet de conseil, je pense qu'il est peut-être plus utile quand il y a une conduite du changement importante parce qu'il y a beaucoup de salariés, beaucoup de parties prenantes. Et après, le coût des ETI, honnêtement, je n'ai pas la réponse exacte, mais je pense que pour une petite entreprise, ça devrait être quelques milliers d'euros, peut-être 2 ou 3 000 euros pour une mission qui a lieu tous les 2 ans. C'est du même ordre, sans doute un peu moins coûteux, j'espère, qu'un commissaire aux comptes. Donc, c'est un petit coût, hein, c'est sûr. Maintenant, normalement, tout doit être fait. Et si ce n'est pas le cas, pour le coup, c'est le genre de combat sur lesquels la communauté se mobilisera pour que ça reste accessible à toutes les entreprises. Parce qu'en fait, si ça devient une qualité qui ne s'adapte qu'aux grandes entreprises, ça perd beaucoup de son intérêt. Autant que les entreprises puissent l'être dès le début et continuer à l'être en grandissant, ce serait un peu ridicule de n'adopter la qualité que quand on atteint un certain nombre de salariés. Après, il y avait une question, quelqu'un qui disait si j'ai pas du tout de salariés, est-ce que ça vaut le coup? Alors, on peut toujours, je crois que j'ai entendu c'est pas très clairement défini parce que normalement le référent mission est censé être un salarié, donc s'il n'y a pas de salarié, il n'y a pas de référent mission. Oui, il n'y a pas de société à mission, mais je crois que j'ai entendu le cas d'une entreprise qui avait nommé un référent mission externe. Donc, je dirais que quand on n'a pas de salarié, peut-être que déjà mettre une raison d'être et des objectifs dans ses statuts, c'est un premier élément. Ensuite, avoir la qualité officielle. Je dirais peut-être qu'on s'en fiche au début, et puis le jour où on a des salariés, eh bien, on s'arrange pour qu'on ait la qualité officielle en étant complètement conforme avec peut-être le référent mission ou le comité de mission. Mais je dirais, rien n'empêche d'avoir une raison d'être et des objectifs dans ses statuts. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on va conclure. Julie, Léa, peut-être un mot de la fin, si vous avez un conseil ou une remarque. Je me lance, Léa, je te laisserai finir. Non, ce que je voulais vous partager, pour l'avoir vécu dans notre organisation, alors nous, on est 9, hein, donc on est vraiment tout petit, mais ça a été et puis c'est notre métier, donc on peut se dire que on savait déjà notre raison d'être, notre mission, mais vous partagez que c'est une richesse folle de se poser ces questions-là et ça fait beaucoup de sens dans notre contexte actuel. Donc voilà, je vous partage. C'est un exercice exigeant, mais qui est passionnant et qui est riche aussi humainement en termes d'équipe. Nous, on l'a fait avec toute l'équipe à chaque fois. Et voilà, donc, allez-y, lancez-vous et effectivement, faites-le selon votre taille et selon votre. Ça s'adapte. Et si la qualité de société à mission vous semble pour l'instant inaccessible, trop exigeante, trop complexe, vous avez toujours cette marche intermédiaire qui reste dans le même esprit de raison d'être statutaire. Et ça peut être une première intention pour peut-être plus tard aller plus loin. Mais donc, je finirai par lancez-vous. C'est une réflexion qui est passionnante. Je suis complètement dans la même lignée. Quand on avait préparé ce webinaire, Juliette avait cité, je crois, Pascal Desmurger qui disait « ça change tout, ça change rien ». Je crois que c'était ça et ça m'avait pas mal marqué. En le vivant de l'intérieur, il y a un petit peu de ça. C'est à la fois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On est ce qu'on est et en fait, c'est une manière de dire autrement ce qu'on est. Et en même temps, en interne, voilà, pour le coup, je parle vraiment de mon expérience personnelle, mais ça change des choses qui sont moi qui me fascine en termes d'organisation d'entreprise parce que d'un coup, en fait, on se met à se challenger, à se questionner sur des choses sur lesquelles on ne se questionnait pas forcément. Nos réflexions sont plus abouties. Mais par exemple, moi, j'avais vraiment cette idée que la société à mission, ça allait être un moyen aussi pour défendre notre mission face à nos actionnaires ou vice-versa, protéger le dirigeant ou inversement, pouvoir le pointer du doigt. Et en fait, c'est très marrant parce que je me rends compte depuis plusieurs semaines qu'en fait, ça se vit aussi très, très bien entre salariés, auxiliaires et salariés. En fait, on se met à tous aussi maintenant se questionner sur est-ce que ce que tu es en train de faire, tu es vraiment en train de réaliser ce pourquoi tout le monde est en action. Et donc, c'est très marrant. Je pensais que ça allait être un truc beaucoup pour la gouvernance
un peu plus haut, entre guillemets, et en fait, ça se vit à tous les échelons. Et donc, cette réflexion-là, elle est vraiment géniale. Et quand il y a la question quel est le plus facile, bah, c'est à la fois ce qui est le plus facile et le plus complexe, c'est de dire que ça change tout et ça change rien. Mais c'est un petit peu ça, c'est que c'est à la fois, c'est forcément plus difficile parce que c'est des questions beaucoup plus pertinentes, ça nous amène à faire les choses de manière beaucoup plus intelligente et plus engagée. Et en même temps, bah, c'est facile parce qu'en fait, c'est génial de vivre ça et ça a créé un climat qui est génial. Donc, c'est à la fois très facile à vivre. Voilà, donc de même, lancez-vous, que vous soyez petit ou grand, allez-y. Ouais, puis pour compléter, le plus facile, je pense que c'est finalement discuter de la raison d'être, se mettre autour de la table avec des salariés, des clients, des bénéficiaires, des, des- des actionnaires et discuter raison d'être, finalement, c'est vraiment un beau sujet pour faire de l'intelligence collective, quoi. Donc, ça fonctionne très bien. Et le plus difficile, je pense qu'on l'avait déjà dit, mais pour l'instant, c'est, je pense, animer enfin, c'est le fonctionnement d'un comité de mission parce que c'est quelque chose de nouveau et que c'est pas un- quelque chose de convenu comme un board d'investisseurs, par exemple. Donc, ça demande, c'est des pratiques qui demandent encore à être expérimentées, documentées pour bien fonctionner. Mais voilà. Bah, merci beaucoup à tous pour votre participation, pour vos retours très chaleureux et enthousiastes. Ça fait plaisir. On sera ravis enfin, voilà, si on peut vous être utile d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas. N'hésitez pas à frapper à la porte de la communauté des entreprises à mission si vous le souhaitez, parce que c'est vraiment voilà, une association d'intérêt général pour promouvoir la société à mission et globalement tous ces fonctionnements nouveaux autour de la raison d'être. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et surtout d'agréables fêtes de fin d'année. Au revoir. À Merci, au bientôt. Au revoir. revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci.